La vidéo que vous regardez est un peu particulière, déjà parce qu'elle ne commence pas par «Salut camarades», puisque c'est une introduction à la vidéo. Ensuite, cette vidéo, je l'ai écrite parce que j'ai été invité par Stéphane Million, directeur de la MAM, la médiathèque André Malraux de Béziers, à venir dans cette médiathèque pour diffuser ma vidéo sur la prise de Constantinople en 1453. Seulement, je me voyais mal arriver comme une fleur et diffuser une vidéo vieille de 3 ans sans apporter, on va dire, de plus-value. Donc, j'ai écrit un texte introductif, et je me suis rendu compte que ce texte introductif définissait vachement bien la chaîne, en fait. Tout au long de ces 6 années de travail, je me suis quand même beaucoup intéressé dans mes lectures, et même bien avant ça, toute ma vie, tout ce que j'ai aimé en histoire a toujours eu attrait à ça, à ces espèces d'échanges culturels possibles et parfois complètement invraisemblables qui ont eu lieu et qu'on ignore encore aujourd'hui, et ou qu'on parfois on a oublié. Eh bien, je me suis dit que justement tout ça, ça faisait effectivement une thématique commune dans la chaîne, dans les travaux que je fais, dans ma manière d'aborder l'histoire, et c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, à savoir le Moyen-Âge occidental et sa fascination pour l'Orient. Alors, vous savez bien que d'ordinaire, je travaille d'une manière très spécifique, c'est-à-dire que je prends un fait, par exemple la première croisade, et j'essaye de vous l'expliquer dans le moindre détail, et tout ce que je peux trouver de différence ou de divergence chez les chroniqueurs et les historiens, on en discute. Là, évidemment, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, le Moyen-Âge est quelque chose de beaucoup trop vaste, on ne peut pas aborder tout en détail. Il est évident que là, pour le coup, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques faits qui, évidemment, ont d'autres origines que celles que j'évoque et ont d'autres conclusions que celles que j'évoque. Je ne peux pas tout dire, c'est une vidéo introductive. Et on va voir à quel point tout ça, parfois, s'orchestre assez bien pour montrer une certaine porosité, une certaine interconnexion du monde médiéval occidental avec l'Orient. Et voilà, donc sachant que c'est un thème qui revient très souvent dans les vidéos, je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo d'introduction d'1 heure à la chaîne, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ça vulgariserait la chaîne en elle-même en fait. Voilà, et comme il ne faut pas confondre théorie d'historien et élucubration de vulgarisateur, je vous encourage évidemment à prendre des pincettes, puisque ça n'est pas ma manière habituelle de travailler. Néanmoins, je vais vous fournir une grosse bibliographie, qui ne comportera même d'ailleurs, je pense, pas tout. Alors je sais, c'est un argument que je reprochais à Franck Copane, dans son bouquin sur la première croisade, mais de fait, là pour le coup, il y a des choses que j'ai lues il y a très longtemps, il y a des choses que j'ai lues dans des bouquins, enfin en gros, toute ma bibliothèque cautionnerait peu ou prou ce que je vais dire, donc je vais essayer de réunir ça au maximum. Il y a énormément de bouquins que, vu qu'on traverse énormément de thématiques différentes, je vais devoir trouver plein de bouquins différents, et me rappeler dans lequel j'ai lu ceci, cela, etc. Mais je vais m'occuper de ça pour vous. Mais voilà, toujours est-il que prenez des pincettes, il est évident que ceci est une théorie, ceci est une proposition, ceci est peut-être juste une petite aération de l'esprit qui permet aussi justement d'ouvrir un peu le sien et de se rendre compte qu'encore une fois le monde à l'époque était beaucoup plus poreux et comment dire, la mondialisation est une notion bien plus ancienne que ce qu'on en imagine. Mais bref, voilà. Pas de vidéo. Salut camarades. Vous savez, on a souvent tendance à croire qu'il faut attendre la Renaissance et même les temps modernes pour que la notion de voyage, d'échange, de diplomatie internationale, voire même de mondialisation, apparaisse. Pire encore parfois, on se dit qu'il n'y a que le Moyen-Âge qui a arrêté cette expansion et cette connaissance du monde, puisque l'Antiquité, elle, en était déjà à ce stade, qu'on ne retrouvera qu'une fois le vilain Moyen-Âge révolu. Je vous laisse imaginer à quel point ça énerve les médiévistes, hein. Après, pour être honnête, que ce soit la période antique, médiévale, moderne ou contemporaine, je sais pas s'il y a de quoi être fier d'avoir inventé la mondialisation en premier. Pour beaucoup, en effet, le Moyen-Âge occidental serait une société obscurantiste, sombre, fanatique, ignorante, xénophobe, intolérante, vivant repliée sur elle-même, une société dualiste, opposant les chrétiens aux autres, hein, les premiers de ceux-ci étant évidemment les musulmans. Mais c'est une absurdité. Le monde à l'époque était déjà beaucoup plus poreux et beaucoup plus interconnecté, dirait-on aujourd'hui, qu'on ne le dit. Tenez, par exemple, il n'y a qu'à voir Frédéric II, empereur du Saint-Empire romain germanique au XIIIe siècle. Le gars est d'origine germano-normande, a grandi en Sicile normano-germano-byzantino-arabe, parle latin, grec, sicilien, arabe, normand et allemand, s'entoure de gens d'horizons et de confessions très différents, et est le seul en 45 ans à réussir sa croisade, la 6e en récupérant Jérusalem, bon, certes sans les murailles, hein, ça a été l'accord qu'il a passé avec justement le sultan ayoubide de l'époque, Al-Kamel. Et pourquoi il a passé cet accord avec lui? Parce que c'était son pote. Et tout ça, il l'a fait tout en étant excommunié à l'époque par le pape.
Je pense qu'avec ça, on peut conclure qu'on n'est pas sur un Moyen-Âge aussi simpliste et manichéen que l'image qu'on s'en fait la plupart du temps. De fait, peut-être y a-t-il, à l'origine de tout ça, le fait que l'Orient a longtemps été le centre des préoccupations des Européens. Mais déjà, il faut définir la notion même d'Orient, parce que l'Allemagne pour nous, c'est déjà l'Orient techniquement, et l'Orient, c'est clairement à l'Occident. Je parle de la ville, mais au-delà de la blague, c'est vrai que si l'Orient s'appelle l'Orient, c'est parce que le premier navire qu'on y a construit était destiné à la Compagnie française des Indes orientales et s'appelait le Soleil d'Orient. Et puis l'Orient. Et puis après du coup, le nom du bateau est devenu le nom du chantier, et le chantier est devenu une ville, et on l'appelle toujours l'Orient. Parce que les Bretons sont flemmards, ça y est, je l'ai dit, voilà. Mais bref, disons que ce qu'on va appeler l'Orient aujourd'hui, ça concerne 4 couches. L'extrême-orient, donc l'Asie lointaine, fruit pour les occidentaux médiévaux de pas mal de fantasmes, le Moyen-Orient, berceau du monde musulman, que je différencierai pour l'occasion du Proche-Orient, qui désigne plus dans mon esprit la côte syro-palestinienne en particulier, et donc la Terre Sainte, si chère aux Occidentaux, et pour finir, la partie de cet Orient mystérieux la plus proche de chez nous, mi-orientale, mi-occidentale, porte entre les deux univers, Constantinople. Bref, pour ce qui est de la fascination pour cet Orient, il n'y a qu'à voir l'épopée d'Alexandre le Grand, que j'adorerais étudier, mais qui me prendrait, je pense, une bonne vingtaine d'années, entre le contexte avec son père, ses propres aventures, et puis celle des Diadoques. Donc on va renoncer. Pour le moment. Alexandre, donc, bien qu'ayant fait un crochet par l'Égypte, ne descend pas ensuite vers l'Afrique, mais part aussitôt pour le Levant, pour l'Orient. Alors, certes par nécessité politique et militaire, affronter Darius, mais aussi par envie d'y découvrir si ce qu'Aristote lui en avait enseigné enfant était fondé. Pour plus d'infos, attendez Confession d'Histoire. Et si vous pensez que le virus ne s'est pas transmis dès lors aux Occidentaux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ce qu'on appelle communément le roman d'Alexandre est très populaire en Europe jusqu'au XVIe siècle, voire bien plus tard que ça, notamment chez la noblesse. La version la plus connue par chez nous étant celle d'Alexandre de Paris, poète et non pas coiffeur du XIIe siècle, qui d'ailleurs en a profité pour juste inventer les Alexandrins. Le roi a décidé pour le jour d'aujourd'hui qu'en vers de 12 pieds, vous devrez vous comprendre, depuis l'aube levée et ce jusqu'à la nuit, ainsi célébrerait le trépas d'Alexandre. Mais le plus intéressant, c'est que ce texte n'est clairement pas, on va dire, le privilège du monde occidental, bien au contraire. Déjà, ça n'est pas un texte, mais un ensemble de textes, des récits pour être plus précis, qui sont parfois teintés, on y reviendra, de thématiques bibliques, qui ont été écrits dès après la mort d'Alexandre jusqu'à bien plus tard, et qu'on retrouve mais dans une multitude de langues, à travers une immense partie de l'Eurasie, pendant des siècles. On en a en anglais, en latin, en français, en syriaque, en perse, en arménien, même en malais, en éthiopien, etc. À tel point que certains spécialistes considèrent que ce texte est aussi communément répandu que la Bible, la Torah, le Coran, etc. Et puisqu'on parle de ça, c'est évidemment de ce côté qu'il faut chercher une autre origine à cette fascination pour l'Orient, la religion, puisque le Christ est né, a vécu, a prêché, a souffert, et a été, provisoirement, enterré en Judée, qui est devenue ensuite la Terre Sainte, un détail historique qui vaudra à cette région 2-3 coucous occasionnels des occidentaux médiévaux, des coucous qu'on a un petit peu étudiés ici, ces dernières années. De fait, cette notion religieuse prend une telle place avec le Moyen-Âge qu'on ne peut que dire que l'Orient est littéralement au centre de leurs préoccupations. Jusqu'au XIIe siècle, par exemple, on dresse des cartes toutes rondes du monde qui montrent les 3 continents alors connus, Europe, Asie et Afrique, comme étant disposés autour d'un même centre, Jérusalem. C'est ce qu'on appelle les cartes en terrarum orbis, qui, rassurez-vous, servaient moins de véritables cartes géographiques que de support à une réflexion philosophique ou spirituelle. Ils étaient pas aussi cons, quand même. Mais c'est quoi ça? C'est l'île de Bretagne. J'ai fait tout le tour 2 fois pour être sûr. Bien sûr, au-delà de ces considérations religieuses ou historiques, il y a une logique géopolitique, commerciale et même purement géographique à cet attrait pour l'Est. C'est alors pour les Occidentaux le débouché le plus logique, le plus accessible et le plus prometteur de leurs potentielles explorations, et ça les invite bien plus au voyage que le Sud, le Maghreb et l'Afrique. Non seulement parce que le Sud méditerranéen est très vite tenu par des princes musulmans et donc il est un peu perdu d'avance sans qu'on se passionne pour ce qu'il est ou pour ce qu'il y a au-delà, non seulement parce que l'Est méditerranéen est alors le berceau de la chrétienté comme on l'a vu donc on ne va pas le lâcher,
Mais surtout, l'Orient, ce sont les épices, les routes de la soie, les civilisations qu'on a à moitié oubliées et qui sont devenues des légendes, et aussi de nombreux chrétiens d'Orient dont on a oublié l'existence, mais dont le souvenir diaphane a donné lieu à de nombreux mythes, sur lesquels on va revenir. Mieux encore, des peuplades des steppes débarquent régulièrement depuis l'Antiquité de ces pays inconnus, les uns et les autres, fascinants et interrogeants autant qu'ils terrorisent. L'Afrique, elle, ne nous a jamais envoyés sur le rable d'envahisseurs comme ceux qui nous débarquaient régulièrement d'Asie, puisque même la conquête musulmane de la péninsule ibérique, elle nous vient dans l'intention du monde arabe, et donc de l'Orient. Pourtant, si ce n'est que côté pognon, l'Afrique est alors très très riche également, le Mali par exemple étant l'une des régions les plus riches du monde, avec des mines qui produisaient à l'époque 3 à 4 tonnes d'or par an, contre 21 aujourd'hui, avec des moyens autrement plus perfectionnés et industriels. Autant dire qu'à l'époque il devait envoyer. Ainsi, Mansa Moussa, Mansa donc empereur du Mali, est l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Lorsqu'il se rend en pèlerinage à la Mecque en 1325, il part avec tellement de pognon qu'on dit qu'il crée une récession de l'or pour 10 piges lorsqu'il passe au Caire. Faut dire qu'il est parti avec environ 12 à 18 tonnes d'or. Pour les frais, j'imagine. Enfin, je sais qu'il faut partir avec du cash à l'étranger, mais quand même. Tiens, prends ça pour la bouffe. C'est un acompte. Et si ton job c'est la charité, ça te fera une bonne occasion de la mettre en pratique. Hein? Tiens! Et bien malgré ça, les Occidentaux ne connaissent pas cette Afrique pourtant si proche, et ne s'y intéresseront qu'occasionnellement, avec par exemple les Vandales qui s'installent très tôt au Maghreb, Roger de Sicile au XIIe siècle qui régnera sur une partie de l'actuelle Tunisie et de la Libye, Louis IX pensant pouvoir convertir les Hafsides de Tunis en 1270, ou encore Louis II de Bourbon, à Mardia face aux mêmes Hafsides en 1390. Néanmoins, ce n'est qu'occasionnel, et les Occidentaux ne s'intéresseront vraiment à cette Afrique méconnue qu'à partir du moment où justement ils se rendront compte qu'autant d'or peut en sortir, ou qu'on peut revendre sa population à prix d'or surtout. Bref, pour en revenir à ces notions géopolitiques et économiques, l'Occident médiéval se tourne de fait très tôt vers l'Orient, et son premier intercesseur, c'est Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, qui fait justement un lien parfait entre Occident et Orient. En effet, l'Empire romain d'Orient est alors le protecteur des lieux saints de la chrétienté au Proche-Orient, un richissime débouché des routes de la soie aux portes du Grand Orient, et évidemment l'héritier et continuateur légitime de l'Empire romain, donc de la plus haute autorité du monde occidental. Parce que c'est pas parce que la maison mère, Rome, s'est cassée la gueule qu'on peut pas continuer. Exactement comme le Parti Socialiste après avoir vendu Solferino. Quoique... Oh, notre maison, notre magnifique maison! Voyons, ne vous mettez pas dans cet état, nous survivrons. Bref, très tôt, donc, dès que l'Empire romain d'Occident s'effondre, ce sont ceux qu'on appellera bien plus tard, et à tort, les Byzantins, qui récupéreront le flambeau et se poseront en boss du monde occidental. De fait, alors que les barbares germaniques s'implantent un peu partout en Europe, notamment parce qu'ils sont poussés au cul par les peuplades des steppes à l'est, décidément, c'est bien cet empire qui donne le ton et accorde ou non la légitimité à tous ces petits royaumes. Par exemple, l'officier romain barbare, romanisé donc Odoacre, pourtant responsable de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, lorsqu'il dépose le dernier empereur, auquel il doit dire quelque chose du type « Romulus Augustule, viens ici que je... » Non, enfin bref. Odoacre est aussitôt reconnu patrice, un titre très prestigieux, par l'empereur romain d'Orient Zénon, et il va ensuite gouverner l'Italie au nom du Sénat de Rome et au nom de Zénon, avant d'être vaincu et remplacé par Théodoric l'Ostrogoth, qui est lui-même envoyé par Zénon. La politique byzantine, tout ça. Un poil plus tard, Clovis lui-même, fils de Childéric, qui était en son temps chef fransalien et officier de l'Empire romain, comme l'a prouvé la découverte de sa tombe en 1653, va tout faire à son tour pour se mettre Constantinople et l'Église, les deux étant très liés, dans la poche, et finira par être progressivement reconnu par l'empereur romain d'Orient d'alors, Anastase, comme consul dans un premier temps, puis effectivement ensuite patrice. Mieux, lorsque Grégoire de Tours écrira la vie de Clovis au VIe siècle en tchatchant la vieille Clotilde, il fera de Clovis une sorte d'héritier de Constantin, le fameux empereur romain ayant initié la christianisation de l'Empire, en décrivant le miracle de la conversion de Clovis lui permettant de remporter la bataille de Tolbiac face aux Alamans, qui est juste une ressucée mais complète du miracle de la conversion de Constantin, lui ayant permis de remporter la bataille du pont Milvius. J'ai repris le concept et ça fonctionne. Ouais, non, mais ça c'est grave, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte... mais les gens... Ouais. Ok, je follow.
Donc même quand l'histoire européenne est écrite par les hommes du Nord, elle est quand même influencée et surtout validée par les hommes du Proche-Orient. Certes, parce que ces hommes sont les héritiers des Romains d'Occident, je suis d'accord. Enfin, en même temps, les Romains d'Occident ne se seraient pas cassé la gueule si les hommes du Nord n'avaient pas été eux-mêmes bousculés par les hommes de l'Extrême-Orient. Donc ça reste valide. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'épicentre du pouvoir européen est à l'époque en Orient, dans un endroit qu'aujourd'hui on ne reconnaît même plus comme faisant partie de l'Europe. Plus tard encore, rebelote, quand le grand Charles, Carolus Magnus, Charlemagne, Charles le Grand, restaure l'Empire romain d'Occident, ou plus exactement fonde l'Empire carolingien, qu'on peut assimiler aux prémices de ce qui sera plus tard appelé au XIIe siècle sous Frédéric Ier le Saint-Empire romain germanique, eh bien il le fait de fait parce qu'on estime à sa cour que l'Empire romain d'Orient étant alors dirigé par une femme, Irène, situation exceptionnelle, eh bien le rôle d'empereur romain est vacant, puisque c'est une femme. Et c'est pourquoi il prend ce titre d'empereur lors de son sacre en 800. Certaines rumeurs disent même qu'on projette de marier Charlemagne à Irène et ainsi de réunifier l'Empire, ce qui aurait fait un putain de truc badass. Mais ce n'est pas sûr, et de toute façon Irène est destituée avant de pouvoir vraiment y penser. Toujours est-il que dans un moment aussi constitutif de l'histoire de l'Europe que le sacre de Charlemagne et les fondations de l'Empire carolingien qui sera un jour le futur Saint-Empire romain germanique qui durera jusqu'en 1806, eh bien ça se fait encore par rapport aux Byzantins et donc à l'Orient. L'attrait pour l'Orient va même alors plus loin, puisque Charlemagne, devenu empereur, compte bien prendre sous sa protection les lieux saints du Proche-Orient comme l'ont fait jusqu'ici les empereurs romains d'Orient, et écrit de fait au calife abbasside de l'époque, Haroun al-Rachid, dans ce sens. Un fait qui est devenu quasi légendaire, et que les croisés vont ressortir quelques années plus tard pour justifier leur expédition. Et puisqu'on parle hommes du Nord influencés par l'Orient aux alentours du IXe siècle, comment ne pas parler des Vikings, qui dès qu'ils se retrouvent à descendre la Volga puis la mer Noire, découvrent aux alentours de l'an 800 l'existence de Constantinople, qu'ils vont désormais appeler la Grande Cité, Miklagarde, avec un M, à ne pas confondre avec Niklapolis, avec un N. Ils vont dès lors pas mal coopérer avec cet empire, se retrouvant régulièrement à bosser pour les empereurs, en fondant notamment leur garde varègue, ou garde varangienne, l'élite des soldats impériaux, le service dans cette garde étant une grande source de prestige pour ceux d'entre eux qui revenaient ensuite au pays. Et si on ne devait citer qu'un seul nom parmi ceux qui sont passés dans cette garde varangienne, il y a évidemment Harald Hardradi. Apparemment, voilà, Hardrada c'est en français. Le vrai nom c'est Hardradi. Même quand le roi Sigurd de Norvège vient participer à la croisade en 1107, ce qui fait de lui le premier monarque croisé, longeant d'abord les côtes germaniques puis franques, s'arrêtant ensuite pour combattre du musulman au Portugal, en Espagne, à Minorque, à Majorque, en Sicile puis à Jérusalem, où Baudouin Ier l'accueille avec joie, eh bien il s'arrête au retour à Constantinople, où certains de ses hommes s'engagent comme au bon vieux temps dans cette garde varègue, avant que lui ne rentre au pays via l'Europe de l'Est à pied. On en reparlera bientôt. Et quand les Scandinaves ne fourniront plus intégralement cette garde, qui sait qui viendra de très loin à l'ouest pour s'y engager et les remplacer? Les Anglo-Saxons, notamment après leur exil suite à la conquête de l'Angleterre par les Normands de Guillaume le Conquérant en 1066. Anglo-Saxons qui seront donc ravis de tabasser du Normand à nouveau en Italie ou dans les Balkans, comme on a pu le voir ensemble par exemple avec Alexis et Bohémond. Et l'histoire de cette garde varègue attirant des guerriers occidentaux venus de très loin n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisque de longue date l'Empire recrute des mercenaires, parfois simplement pèlerins de passage comme Robert Ier de Flandre, père du chef de la première croisade. Même si ces barbares ne sont pas toujours bien vus par les aristocrates byzantins, notamment les Francs, que les Byzantins appellent les Celtes, et qui sont un petit peu considérés comme des bouseux. Par Saint-Georges, vous vous êtes alliés avec les Celtes. Que pourraient faire de plus que nous ces vils mercenaires? L'historienne Bethany Hooks rappelle même que les tombeaux de Sutton Hoo en Angleterre, qui sont datés du 6e-7e siècle, sont bourrés d'objets byzantins, des monnaies, un énorme plateau en argent, une plaque de marbre avec la Vierge, etc. etc. Peut-être même d'ailleurs le casque, célébrissime casque de Sutton Hoo, que vous avez forcément déjà vu, qui est l'un des 4 exemples connus à l'heure actuelle de casques anglo-saxons, eh bien en fait ce serait peut-être un casque de cataphractaire byzantin, que le mec aurait rapatrié ensuite chez lui pour montrer un peu le prestige qu'il avait eu là-bas en tant que cavalier lourd,
et se serait donc fait enterrer avec, exactement comme Childéric s'était fait enterrer en officier romain. C'est une supposition, et malheureusement je ne sais plus où je l'ai lu, mais pas chez Bethany Hughes. Peut-être que c'est chez elle, je sais plus, c'est à vérifier. Mais c'est quand même ouf. Évidemment, cet attrait pour l'Orient se joue aussi au niveau de l'Église, qui donc a lié sa destinée d'abord aux premiers rois des Francs, et désormais à leurs héritiers et cousins, les empereurs carolingiens, puis plus tard germaniques. Sa puissance grimpant ainsi en parallèle de ce nouvel empire, et assez vite en opposition à celui-ci surtout, l'Église de Rome commence à prendre la confiance face au reste du monde chrétien, principalement en Orient. Je pense que vous commencez à saisir le principe. En effet, là où originellement les patriarches de Rome, Alexandrie et Antioche étaient plus ou moins égaux, avec tout de même une certaine hiérarchie entre eux, bientôt rejoints d'ailleurs par deux autres petits nouveaux qui sont ceux de Jérusalem et de Constantinople, celui de Rome, le pape, se pose de plus en plus comme le chef suprême de la chrétienté, et de querelle théologique en querelle politique, il s'éloigne de ses homologues orientaux, avec notamment le célèbre schisme de 1054, qui va lentement creuser un fossé entre francs et byzantins, et plus largement entre catholiques et orthodoxes. Ainsi, la chrétienté est aujourd'hui spontanément considérée comme un domaine presque exclusivement européen, au moins au niveau de son histoire, alors qu'au départ, sans même parler des nombreuses églises orientales nées des scissions religieuses des 4e, 6e siècles, cette chrétienté, non seulement elle est née au Proche-Orient, mais surtout 4 de ces 5 patriarcats majeurs sont aujourd'hui en Turquie, Syrie, Israël et Égypte. Pas tellement en Europe, quoi. D'aucuns iraient peut-être même jusqu'à parler d'appropriation culturelle, mais je suis pas... Tais-toi, Maroufle, ou tu es perdu. Si tu veux sauver ta misérable vie, ne dis mot. Je veux le voir pressément harnaché d'un carcan et faire au pied. Oui, frère inquisiteur. Plus tard, l'Orient étant l'Orient, avec ses grands empires éphémères se succédant avec grandiloquence et fracas, on a vu comment les frontières orientales et méridionales de l'Empire byzantin reculent jusqu'au Bosphore face aux Seldjoukides, qui sont eux aussi, une fois de plus, descendus des steppes. Dans le même temps et pour les mêmes raisons, on a vu comment la situation politico-militaire complètement chaotique de la côte syro-palestinienne menace la pérennité des pèlerinages à Jérusalem venant d'Europe, qui sont, avec l'essor du christianisme et de la puissance de l'Église de Rome, de plus en plus fréquents depuis leur apparition au IVe siècle. Apparition qui avait été initiée par, les desiderata archéologiques d'Hélène, la mère de Constantin. Du coup, je vais pas vous la refaire, du moins pas en détail, mais croisade, initialement plus pour défendre les frères chrétiens d'Orient que pour véritablement libérer Jérusalem. On en a abondamment parlé. La première de ces croisades aboutit assez vite à 3 choses primordiales: la création des 4 États latins d'Orient, Édesse, Antioche, Jérusalem et Tripoli, dans l'ordre, l'instauration d'une haine de plus en plus viscérale entre Francs et Byzantins dès lors qu'il y a un vrai contact régulier et pas juste un fantasme exotique ou la recherche déconnectée d'une légitimité qui viendrait de très loin, et l'enrichissement des grands ports italiens que sont Pise, Gênes et Venise principalement. Enrichissement dont les conséquences seront majeures et contribueront grandement à faire basculer le Moyen-Âge vers la Renaissance en faisant passer la cupidité et l'individualisme avant cette fraternité chrétienne qui caractérisait la société qui entourait la première croisade. Au point, on y viendra, que ces ports italiens vont profiter de la déveine de certains chrétiens, francs d'Orient ou byzantins, pour leur propre intérêt, notamment même en finissant par pratiquer par exemple, de manière détournée, l'usure interdite aux chrétiens, ou la vente des esclaves, le tout en ignorant sereinement le pape. 2-3 sacs de bijoux sous la table et boum, il vous pètera plus les bonbons, votre pape. C'est vrai qu'on dit qu'il est pas insensible aux petits cadeaux. C'est sûr, ce sera un moyen de contourner le problème. Seulement pour ça, faut du cash. Ouais, et niveau liquidité, on a connu meilleur. Je vous ai déjà dit que je prête du pognon à des taux vraiment pas dégueulasses. D'ailleurs, aparté, ne limitons pas à l'attrait pour les lieux saints l'élan des Francs d'Orient. Ça n'est pas parce que ceux-ci auront du mal en 2 siècles à dépasser le littoral syro-palestinien qu'ils ne projetaient pas d'aller plus loin. Godefroy de Bouillon, à la tête de Jérusalem, se fera appeler dans ses lettres Dux Orientis, duc d'Orient. Son frère, lui, Baudouin, premier roi de Jérusalem, se fera appeler roi glorieux très chrétien, prince du royaume d'Égypte et d'Asie. La deuxième croisade, elle, commettra l'erreur, en n'écoutant pas les Francs de Terre Sainte, qui connaissent pourtant un chouïa mieux la géopolitique locale, d'aller assiéger Damas, alors en bon terme avec Jérusalem, plutôt que d'attaquer les véritables ennemis des Francs de Jérusalem, comme par exemple la stratégique Ascalon, qui appartient alors aux Fatimides. Mais l'attrait d'aller voir à l'intérieur des terres devait être trop fort, surtout pour une cité aussi riche et exotique que Damas. Et on a pas mal d'autres exemples. On a parlé de la bataille de Harran en 1104,
qui si les croisés s'étaient pas fait poutrer auraient pu aboutir à une présence franque de plus en plus forte en Mésopotamie. On a aussi vu Renaud de Châtillon construire une flotte pour aller sillonner la mer Rouge et attaquer La Mecque et Médine en 1182. On peut même évoquer le fait que certains historiens d'aujourd'hui notent que, contrairement à ce que l'on pourrait spontanément penser, une grande partie des recrues des Templiers ne consiste pas en des cadets de famille désargentés et sans avenir. Ce sont souvent au contraire des hommes entre deux âges qui veulent se retirer de la vie civile, qui sont assez fortunés et qui décident donc de devenir moines, tout en pratiquant encore le métier des armes, en servant donc le Christ et ses pèlerins en Orient à la fin de leur existence. Certains d'ailleurs font même ça en trichant un peu sur leur lit de mort pour bénéficier de ce prestige oriental. Voilà. Et pourtant ils font tout ça à la fin de leur vie au risque de se faire encore plus spontanément trucider que les autres francs locaux, parce que les musulmans les ont particulièrement dans le pif, au vu de leur sainte mission. C'est sûr qu'on n'a pas la même conception de la retraite aujourd'hui. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Mais bref, malgré ces exemples, très vite, on passe de ce succès improbable de quelques dizaines de milliers de pélos partis au pif à travers le Proche-Orient, en mode no-scope ma gueule, et qui ont bénéficié tout à la fois d'un courage, d'une foi et d'une chance inouïe, à une succession de ce qu'on appelle communément des grosses conneries. Ça aussi, on l'a vu ensemble, on envoie effectivement régulièrement depuis l'Europe des renforts dans ce qu'on appelle alors l'outre-mer, mais ça se passe quasi systématiquement mal, que les troupes se fassent ratatiner en chemin par les Turcs, qui ont repris du poil de la bête, ou que les chefs détournent les expéditions de leur but sacré, défendre la Terre Sainte. Et face à ça, plutôt que d'assumer, on a aussi vu ensemble que les Francs préfèrent être de mauvaise foi, puisqu'ils ont très vite tendance à quasiment tout foutre systématiquement sur le dos des Byzantins. Byzantins qu'on accuse de collusion avec l'ennemi musulman, Byzantins qu'on déteste d'ailleurs d'autant plus que leur culture, à mi-chemin entre Orient et Occident, est de plus en plus éloignée de la nôtre, Byzantins qu'on méprise pour leur raffinement, leur lâcheté, leur recours systématique à la diplomatie plutôt qu'à la guerre, et surtout, sans qu'on ose se l'avouer, Byzantins qu'on jalouse. Après tout, de la même manière qu'il n'est jamais très agréable de se servir en dernier à table dans le plat commun, les Occidentaux ils en ont un peu plein le cul de voir les richesses pantagruéliques des Byzantins accumulées grâce à leur position stratégique au bout des routes de la soie, les laissant eux en fin de course à bouffer les miettes. Notion d'ailleurs que les ports italiens ont très vite saisie. Symbole de cet écart considérable, Constantinople a été, entre le IVe et le XIIIe siècle, la ville la plus riche et la plus peuplée d'Europe, atteignant peut-être plus d'1 million d'habitants au Xe siècle, jalousée alors par les deux grandes autres métropoles eurasiatiques de l'époque, Beijing et Bagdad. Au début du XIIIe siècle, on y compte encore 400 000 habitants, alors que Paris ou Londres à l'époque, on est sur du 25 à 40 000 pélos. L'écart aujourd'hui, en gros, entre Toulouse et Compiègne. Autant dire qu'entre Francs et Byzantins, le courant ne passe pas toujours. Is this some sort of peasant joke that I'm too rich to understand? Bref, le temps faisant son œuvre, la situation dégénère, l'Empire romain d'Orient amorce son déclin, l'Europe est en pleine bourre, mais culturellement et financièrement toujours un peu à la ramasse derrière l'Empire, donc déteste les Byzantins de plus en plus, et à côté de ça, les fameux marchands italiens s'en mettent plein les fouilles, profitant aussi bien des faiblesses naissantes des Byzantins que des États latins d'Orient. Et ce pour 3 raisons. La situation géographique exceptionnelle de ces États latins d'Orient, qui permet de court-circuiter les routes de la soie directement vers l'Europe sans passer par Constantinople, la zizanie entre les barons locaux qui se chamaillent, et le besoin local des flottes européennes, tout ça s'y faisant sentir très tôt. Ainsi, en échange de leur aide, on leur laisse de plus en plus de pouvoirs et de privilèges, en leur octroyant littéralement des quartiers entiers, voire des villes. Et quand les trois, Pise, Gênes et Venise, s'ignorent, ça va. Mais quand elles décident de se foutre sur la gueule, notamment au XIIIe siècle, mais je vous laisse imaginer les résultats pour des États latins d'Orient de plus en plus précaires, et qui en plus sont déjà perturbés par les chamailleries entre hospitaliers et templiers. Bref, c'est ainsi qu'après la prise de Jérusalem par Salah ad-Din en 1187, qui a su profiter de cette discorde, que l'Occident, toujours aussi attaché à Jérusalem et à l'Orient, tente de reprendre les lieux saints avec peut-être toujours autant d'enthousiasme, au sens premier et grec du terme, en théos, être habité par un dieu dedans, mais certainement moins de cohésion et de fraternité qu'au début. En tout cas, on ne vient clairement plus pour aider les frères chrétiens d'Orient. Et il y a de ça un exemple criant. Enfin malheureusement pas qu'un.
Ainsi, les croisés de la 4e croisade, désirant reprendre les travaux inachevés de Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste en Terre Sainte, pour reprendre Jérusalem, veulent s'y rendre à leur tour grâce au concours de Venise, qui arme une flotte pour l'occasion. Sauf que même si c'est pour pieusement libérer Jérusalem, ils ne font pas ça à l'œil, les Vénitiens, et ils en concluent une somme globale pour le transfert des croisés. Vous en donneriez combien? Quoi? Mais c'est un scandale! Bah, quoi? Il faut bien qu'ils vivent, les mecs. Et certains trouvant ça trop cher, ils décident de trouver une autre manière de s'y rendre. C'est logique. Sauf que du coup, ceux qui se pointent bel et bien à Venise en 1202, ils se retrouvent à devoir quand même payer le forfait global. Un peu comme quand, dans un bar, on se retrouve en fin de soirée à payer l'ardoise de tous ceux qui sont partis avant sans régler. Voilà. De fait, toutes les horreurs qui vont suivre se sont produites parce que les Vénitiens ont privilégié la cupidité et l'individualisme plutôt que la charité et l'entraide. En effet, ils proposent aux croisés de payer leurs dettes en les détournant de leur but sacré pour les lancer sur la ville de Zara, anciennement à eux, mais désormais au roi de Hongrie. Alors certes, c'est pas bien grave parce que les Hongrois, c'est pas vraiment de pieux chrétiens européens comme les autres. La Hongrie étant le débouché géographique naturel de la steppe à l'ouest, leurs ancêtres sont des Magyars, c'est-à-dire encore un peuple nomade d'Asie centrale qui a débarroulé de loin là-bas. Sauf que ça c'était il y a longtemps, et les gars ils se sont convertis et ils sont considérés comme un royaume chrétien fidèle au pape depuis l'an 1000. Quand même. Ça risque donc de poser problème. Si certains refusent de taper sur des chrétiens tout en portant la croix, comme Simon de Montfort d'ailleurs, qui éprouvera un peu moins de scrupules quand il ira en Occitanie, eh bien les autres acceptent. Ils prennent donc Zara le 11 novembre 1202, massacrant sa population et pillant la ville, avant d'être évidemment excommuniés par le pape. C'est même pas qu'on n'aide plus les chrétiens d'Orient, c'est qu'on tabasse directement les chrétiens d'Occident. C'est-à-dire que on peut difficilement rater plus une croisade. Mais enfin, maintenant qu'ils sont excommuniés, du coup, ou foutus pour foutus... Vous avez prévenu 500 francs. Non, vous pouvez mettre 3000 francs. Parce qu'on va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000, parce que je vais rajouter aussi gros con de tête de merde qui pue le vomi de raclure de bidet. Ah, vous arrêtez, vous, je vous le dis, vous arrêtez, hein. Alexis Ange, prétendant au trône de l'Empire romain d'Orient alors en proie aux troubles, propose alors aux croisés de rembourser le reste de leurs dettes auprès des Vénitiens, parce que Zara c'était même pas encore assez, en échange de leur aide pour monter sur le trône. Certains refusent encore, comme Montfort à nouveau, et vont directement en Terre Sainte, mais les autres acceptent. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, les croisés vont commettre l'irréparable et l'inénarrable. Déçus par ce candidat au trône incapable de les payer, toujours soutenu par la flotte vénitienne qui flaire un profit plus juteux que jamais, frustrés de ne pouvoir toujours pas partir pour Jérusalem, obnubilés par des siècles de rumeurs et de témoignages tous plus fous les uns que les autres sur les richesses d'une ville qui rivalise alors avec Bagdad et Beijing, ils envahissent, ravagent et pillent Constantinople en avril 1204, avant de se partager l'empire entre Francs, Vénitiens et Byzantins. C'est un désastre que l'historien Sir Stephen Runciman considère peut-être comme le plus grand crime jamais commis contre l'humanité. Runciman est né en 1903 et mort en 2000. Autrement dit, il a vu toutes les saloperies qu'on a faites au XXe siècle. Il dit donc ça en connaissance de cause. Cette triste expression de la fascination de l'Occident pour l'Orient va même plus loin, puisque le produit du pillage, notamment ses reliques et ses œuvres d'art, vont se retrouver massivement en Europe. Les 4 chevaux de l'hippodrome, par exemple, symbole de la romanité qui se poursuit toujours dans l'Empire romain d'Orient, où les courses de chars sont encore très populaires, eh bien ils vont ainsi devenir les chevaux de Saint-Marc à Venise, sur la basilique. Et ça, c'est sans compter tout le reste, les bouquins, les parchemins, etc., tout ce qui va permettre d'enrichir la culture européenne, mais qui vient de là-bas. De la même manière, certaines inestimables reliques, dont la couronne d'épines, se retrouvent mises au clou par l'empereur latin de Constantinople ruiné, et sont ensuite rachetées à prix d'or par Louis IX, roi de France, qui pour trouver un écrin à leur mesure, va faire construire la Sainte-Chapelle, dont jusqu'en 1656, seul le roi de France aura la clé. Ah, et puisqu'on en est là, auprès de qui l'empereur latin l'a mise au clou avec le reste, la couronne d'épines? Ah Venise, évidemment. Je veux dire, les gars ne pratiquent pas l'usure parce que c'est interdit aux chrétiens, mais enfin, le prêt sur gage, c'est pas un problème. Les petits pères, les affaires reprennent. Parce que la couronne, là, j'aime autant vous dire qu'elle date pas d'hier. Là, il y a de la relique où je m'appelle pas Venec. Oui, vous avez dû noter que l'empereur latin était ruiné, et de fait,
Les gars se témerdent tellement mal qu'ils se cassent la gueule 57 ans seulement après leur prise de la ville. Celle-ci étant demeurée dans un état pitoyable, des quartiers entiers ayant été détruits lors des incendies ou des pillages, la population ayant massivement fui et tout ce qui avait de la valeur jusqu'au toit de plomb des églises et des palais ayant été vendu. Chapeau! Ça valait le coup de dire que les Francs valent tellement mieux que les Byzantins. On en a la preuve là, c'est... Crève les yeux. Ils s'en vont même littéralement la queue entre les jambes, puisque Michel VIII, premier empereur de l'ultime dynastie byzantine, les paléologues, rentre en 1261 dans une Constantinople saccagée qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, sans même un combat. Les mecs sont juste partis. Tout ça pour dire que l'histoire de 1453, et donc de la prise de Constantinople par les Ottomans, commence clairement dès 1204, car entre les deux, malgré tous leurs efforts, les empereurs romains d'Orient ne parviendront jamais à restaurer leur cité, et du coup, encore moins leur empire. Bref, pendant cette période, où des États francs fleurissent en Grèce, parfois jusqu'au XVe siècle, voire XVIIe pour certains territoires annexés par les Vénitiens, les Occidentaux, ayant alors accompli un fantasme et une vengeance vieux de plusieurs siècles sur les vils byzantins, qui leur ont pourtant pas fait grand-chose, et ces Occidentaux, ils se désintéressent alors un peu de l'Orient. Le gros souci, c'est que ce nouveau monde franc bâti dans les ruines de l'Empire romain d'Orient détourne les recrues des potentielles croisades, recrues que les États latins d'Orient ne verront donc jamais arriver, alors qu'ils en ont grandement besoin, et ce de plus en plus. Si le sultanat ayoubide était un peu mou du sifflet sur la fin, donc assez peu agressif, son successeur, le sultanat mamelouk, a nettement plus les dents, même s'il ne le montre pas encore au début. N'ayez pas peur, il mord pas souvent. Évitez seulement de faire des mouvements brusques. Et de lui souffler dans le nez, il a horreur de ça. Évidemment, les cités-états portuaires d'Italie vont donc profiter de la situation, ça n'étonnera personne. Une fois n'est pas coutume surtout. Et ils vont ainsi étendre grandement leur influence et dans ces États latins d'Orient menacés, et dans ce qu'il reste de l'Empire byzantin et ou franc, contribuant ainsi à la ruine progressive des deux, les Francs d'Orient comme les Romains d'Orient. Merci le précapitalisme. En effet, tandis que les monarques européens se chamaillent entre eux et disciplinent leurs vassaux en oubliant de plus en plus la notion de fraternité chrétienne au profit de la notion d'État, donc commencent à se contrefoutre des États latins d'Orient, où ils tentent parfois de vagues croisades paix mouillées comme celle de Jacques d'Aragon, Louis IX ou encore Édouard Ier d'Angleterre, eh bien les États latins d'Orient n'ont désormais plus que deux soutiens possibles. Ils s'en remettent donc aux ordres hospitaliers et templiers, à qui ils cèdent désormais la majeure partie des forteresses de Terre Sainte, ce qui va d'ailleurs pousser les hospitaliers et templiers à se chamailler entre eux, et de l'autre côté, ils s'en remettent aux flottes de Gênes, Venise et Pise. Cette dernière se voyant, cela dit, progressivement évincée par les deux autres au cours du XIIIe siècle. Du coup, ces ports italiens, se sachant globalement le seul salut des États latins d'Orient et des Byzantins, auxquels ils arrachent aussi des traités honteux en échange de leur aide, obtenant par exemple le quartier de Péra à Constantinople ou prêtant de la thune en échange des bijoux de la couronne, préfèrent égoïstement s'enrichir, aidant leurs frères d'Orient certes, mais que quand ils y trouvent un intérêt commercial. Et en face, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent qu'accepter ce genre de deal. Il commence à changer le Moyen-Âge, et pas en bien. Je ne vois pas en quoi un marchand d'esclaves pourrait nous aider à nous sortir de nos problèmes pécuniaires. J'avoue que je vois pas bien non plus. Vous comptez nous racheter le château à bon prix? Non. Enfin, attention, si vous êtes vendeur, je vous fais une proposition aux oignons. J'ai justement besoin d'un grand local pour entreposer des shintok. Sire, est-ce que nous avons vraiment besoin de nous adresser à cette vermine? La vermine, elle va peut-être vous sortir de la purée. Alors un peu de respect, ok? Mais ça ne sonne pas le glas de la fascination pour l'Orient pour autant. Celui-ci va revenir en plein centre des préoccupations de l'Occident, avec, une fois n'est pas coutume, l'arrivée en scène fracassante d'un nouveau peuple des steppes. Un jour, en effet, le bon vieux Temujin sort de sa yourte en vidant une coupe de koumis et dit « Ça suffit les conneries à la petite semaine. Je vais devenir Tchingis Khan, le Khan océanique. » « Mais chef, répond un soudard quelconque qui sort de la yourte, on n'a pas la mer ici, pas l'océan non plus. On a juste la steppe, voilà, c'est de l'herbe partout, c'est plat, c'est long, on s'emmerde. » « Ta gueule. Dans ce cas-là, on va faire du monde une steppe, et ce sera ça, mon océan. » Ainsi, pendant que les derniers barons d'Orient luttent désespérément contre les restes du sultanat ayoubide, puis du sultanat mamelouk qui lui succédera,
tandis que les Byzantins essayent désespérément et sans succès de redresser leur empire à l'agonie, tandis que les républiques italiennes maritimes se vautrent dans le précapitalisme et tandis que l'Occident continue à accroître la puissance de ses monarques au détriment de la féodalité classique, boum, débarquent les Mongols. Aussitôt, ça relance les vieilles passions. Ne serait-ce pas là Gog et Magog, deux noms propres présents dans la Bible, qui sont soit deux peuples, soit deux rois annonçant l'arrivée d'une guerre apocalyptique suivie de celle du Messie? Non, parce que pour ce qui est du côté apocalyptique, pas de doute, leur terrible et inéluctable expansion y ressemble vachement. Pourquoi il s'arrête pas? De fait, après tout, puisque dans les armées des grands khans on trouve des Ungut et des Mongols, eh bien, ne peut-on y voir ces deux fameuses tribus bibliques, Gog et Magog, qu'Alexandre lui-même a enfermées, selon le fameux roman d'Alexandre qu'on évoquait tout à l'heure, derrière un haut mur dans le Caucase qui lui-même n'est pas sans évoquer la muraille de Chine? Et si Gog et Magog ne sont que des rois et non des peuples, ne peut-on quand même y voir deux de leurs grands khans successifs, Guyuk et Mongke? Histoire d'aller encore plus dans ce sens, on apprend, non sans surprise, qu'ils ne viennent pas que pour punir les chrétiens occidentaux dans une rage meurtrière aux allures d'apocalypse pour nos chevaliers qui ne sont pas habitués à voir les populations massacrées pendant la guerre. Une habitude typique de nomades qui ne peuvent pas s'encombrer de prisonniers. Ils ont que deux sacoches, on va pas y faire rentrer du butin, des prisonniers, des artisans, des bouquins. Non, on s'encombre pas avec l'inutile. Bref, ils ne tapent pas que sur les chrétiens, les Mongols. Ils tapent aussi sur les musulmans. Enfin, en fait, ils tapent sur tout le monde. Mieux encore, à force d'envoyer des émissaires, des moines, des diplomates, des marchands, comme Guillaume de Rubruck, Jean de Plancarpin, Aslan de Crémone, Marco Polo, etc., parfois de simples artisans qui vont juste partir à leur propre compte dans ce nouveau et vaste empire, eh bien on apprend que certains parmi ces Mongols sont non seulement favorables aux chrétiens, mais parfois chrétiens eux-mêmes. Comment? Eh bien parce que l'église syro-orientale, que l'on qualifie donc de nestorienne au Moyen-Âge, s'est répandue de la Mésopotamie jusqu'en Chine, un fait que l'on a peut-être su en Occident il y a longtemps, mais qu'on a globalement oublié. Renaît alors un mythe apparu suite à la traumatisante chute d'Édesse en 1144, le mythe du royaume du prêtre Jean, un roi chrétien très puissant, vivant en Asie, et qui un jour viendra s'unir aux chrétiens d'Occident pour reprendre la Terre Sainte et défaire l'islam à revers. Ce qui, au XIIIe siècle, commence à urger de plus en plus. Autant dire que les tractations vont bon train par la suite, des papes ou souverains européens vers les khans mongols, ou l'inverse. Certains, comme le khan Arghun, qui règne sur ce qu'on appelle l'empire ilkhanide en Perse et en Anatolie, qui est quand même soumis au grand khan évidemment, on en reparlera, enverra dans la seconde moitié du XIIIe siècle bon nombre de lettres au pape, au roi de France, au roi d'Angleterre, ainsi que des ambassades qui visiteront Constantinople, Naples, Rome, Lyon, Paris, Bordeaux ou Londres. Parmi eux, et on va en parler très bientôt, on a un moine, Rabban Sauma, qui est visiteur général de l'église syro-orientale, donc en gros, légat de l'église nestorienne, qui est carrément turco-mongole et vient du nord de Beijing. On a donc un turco-mongol, probablement ouïghour ou Ungut, a priori, qui vient de Beijing et qui va aller jusqu'à Rome pour rencontrer le pape Nicolas IV, à Paris pour rencontrer Philippe le Bel et à Bordeaux pour rencontrer Édouard Ier, entre 1287 et 1288. On est toujours sur un Moyen-Âge occidental centré sur sa bite, ou on commence à considérer que c'est un peu plus complexe que ça? L'espoir de collaborer avec les Mongols est tel qu'on trouve au XIIIe siècle de nombreux occidentaux, marchands, moines ou artisans, dans l'Empire mongol. On a par exemple le fils de banquier génois Tommaso Anfossi à Tabriz, en Iran, ou l'orfèvre Guillaume de Paris qui vit à la cour des khans à Karakorum, en pleine Mongolie. Et dans le même temps, en Italie, on trouve des noms directement inspirés des Mongols, comme justement Argone pour Arghun, ou Khan Grande pour Grand Khan, Cassano pour Ghazan, etc. Ghazan étant le nom choisi par un Nil Khan lors de sa conversion à l'islam. On a donc des Italiens médiévaux qui portent des noms musulmans. Comme quoi ça fait longtemps qu'on s'appelle pas tous Corinne, quoi. Non, rien. Malheureusement, tout ça n'aboutira pas à grand chose, mis à part quelques batailles étonnantes opposant des coalitions franco-arméno-géorgo-mongols aux Mamelouks. Les Mamelouks étant, je le rappelle, eux-mêmes des blondinets d'Europe centrale qui se retrouvent au milieu de l'Égypte. C'est dire si le Moyen-Âge n'est pas qu'une question de bouseux qui ne connaissent pas plus loin que leur village.
Bref, les Mongols, formidable machine à tuer qui rassemblait tous les espoirs de l'Occident de remettre la main sur le Proche-Orient, vont finalement arrêter leur expansion pour se concentrer sur leurs rivalités intestines, et ne vont plus trop chercher querelle à leurs ennemis musulmans, devenant parfois musulmans eux-mêmes, comme justement les Ilkhanides de Perse. Et du coup, parmi ces fameux ennemis musulmans, les Mamelouks d'Égypte, qui ont réussi à stopper la progression mongole dès 1260 à la bataille de Ain Jalut, vont profiter de ce nouveau calme côté mongol pour enfin et évidemment éradiquer les maigres restes des États latins d'Orient, Acre, capitale de ce qui restait du royaume de Jérusalem, tombant en 1291, vite suivi des derniers ports comme Beyrouth ou Tyr. C'est littéralement la fin d'un vieux rêve. Et vu que dans le même temps, la mentalité européenne n'a pas eu de raison de ne pas continuer à aller dans le sens d'un individualisme bien éloigné de ce qu'était autrefois la fraternité chrétienne, et aussi dans le sens de l'apparition d'États de plus en plus centralisés face aux barons batailleurs, on se désintéresse de fait de plus en plus de l'Orient, et notamment de ce que traversent les Byzantins, qui sont de plus en plus malmenés et isolés dans ce tumulte, voire bientôt clairement abandonnés. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. C'est dans ce contexte, qu'on a déjà vu ensemble, avec également la conquête mongole préalable de l'Anatolie seldjoukide, qui laisse ensuite place à plein de petites tribus turques rivales, qu'apparaissent les Ottomans, les Osmanleux, qui tout au long des XIVe et XVe siècles vont s'imposer comme puissance musulmane majeure. D'abord en Anatolie, dont l'Occident n'a définitivement plus rien à carrer, mais qui était quand même autrefois les terres des grandes familles aristocratiques byzantines, dans lesquelles on puisait les empereurs, et puis dans les Balkans. Là, les Occidentaux, flippant un peu plus de cette expansion, vont se remuer un peu plus les miches, mais sans grand succès ni grand enthousiasme en comparaison de ce qui se faisait pendant les siècles précédents. Les croisades de Nicopolis en 1396 puis de Varna en 1444, supposées lutter contre l'expansion ottomane, n'ont pas franchement été de grandes réussites. Du coup, les Occidentaux vont même carrément faire la sourde oreille quand l'Empire romain d'Orient, réduit à Constantinople et ses alentours, appellera à l'aide à la veille de 1453. Ainsi, on pourrait, et je dis bien pourrait, conclure que le Moyen-Âge occidental s'arrête quand l'Europe cesse de se tourner vers l'Orient. Le désintérêt progressif que le premier manifeste à l'égard du second atteint de fait son point culminant avec la prise de Constantinople en 1453, date qui marque pour beaucoup la fin précisément du Moyen-Âge. Donc, renonciation à l'Orient, fin du Moyen-Âge. Car ensuite, en effet, les Ottomans tenant Constantinople puis le Proche-Orient et l'Égypte 60 ans plus tard en vainquant le sultanat mamelouk, l'Occident renoncera même définitivement à l'Orient, trop lointain, trop uni autour d'un même empire très puissant, alors même que de toute façon, on est de plus en plus dans la construction d'une identité étatique propre à chaque royaume, qui se désintéresse des affaires de la chrétienté au profit de ses seuls intérêts. Adieu la fraternité chrétienne médiévale. Qu'est-ce qu'on a partagé? Des routes pourries, de la poussière et des coups durs. Jamais rien d'autre. Dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon. Personne. Il n'y a qu'à voir comment on ne leva pas le petit doigt, ou presque, quand Mehmed II envoyait ses troupes s'emparer d'Otranto au sud de l'Italie en 1480, ou quand Charles Quint, après la prise de Rhodes, bastion des Hospitaliers, l'un des derniers remparts de la chrétienté en Méditerranée orientale, par Souleyman le Magnifique en 1522, à ce moment-là, Charles Quint daignera à peine céder Malte aux chevaliers dépourvus de quartier général, et encore, il le fera en 1530. Ça veut dire qu'il les a laissés globalement SDF pendant 7 à 8 piges. Ou quand on ne tentera pas grand-chose d'envergure pour récupérer la Chypre vénitienne, peut-être dernière possession chrétienne dans l'Est méditerranéen, après sa prise par les Ottomans en 1571. Plus caractéristique encore de cet égoïsme de la raison d'État en Europe, François Ier, au début de son règne, a le culot de se poser comme le seul vrai monarque susceptible de mener une croisade, rappelant à tous que son royaume est, depuis Clovis, la fille aînée de l'Église. Sauf que ce faux cul, on le retrouve ensuite à faire l'exact inverse, s'alliant à Soleiman le Magnifique, hébergeant la flotte ottomane dans Toulon pendant l'hiver 1543-1544, évacuant la population et transformant provisoirement la cathédrale en mosquée. Et pourquoi ce revirement? Parce que dans les deux cas, il l'a fait uniquement pour s'imposer face à son grand rival Charles Quint. Au début pour être un plus grand roi chrétien que lui, ensuite précisément pour mener une guerre contre lui.
Donc c'est même pas qu'on se désintéresse de la chrétienté. C'est limite que ça devient une option. Bref, renonçant donc à l'Orient, on finira même par alors se tourner d'abord vers le sud, avec les Portugais longeant les côtes de l'Afrique noire, ce qui aboutira à la mise en place de l'esclavage de ces populations par les Occidentaux, puis vers l'ouest, avec l'expédition de Colomb qui aboutira à la redécouverte européenne de l'Amérique et la conquête de celle-ci. Non sans quelques massacres de population, le conquistador étant plutôt du genre en forme. Pourtant, je ne peux pas conclure que le Moyen-Âge s'arrête quand on renonce à l'Orient. Pourquoi les Portugais vont au sud ? Parce qu'ils espèrent contourner l'Afrique à la recherche d'une voie maritime commerciale vers l'Asie pour contourner le monopole ottoman, ce qu'ils vont trouver avec Vasco da Gama dépassant le cap de Bonne-Espérance en 1498. Donc on va au sud pour retrouver l'Orient. Ils vont même contourner l'Afrique à la recherche de l'Inde parce qu'ils croient encore pouvoir y trouver le fameux royaume du prêtre Jean. Et ils finiront d'ailleurs par le trouver en Afrique, en Éthiopie précisément, où en 1490, Piero da Covilhã, je suis pas sûr d'être très fort en portugais, rencontre le Negusa Nagast qui est chrétien, puisqu'il existe depuis très longtemps maintenant ce qu'on appelle l'église Tewahedo éthiopienne, qui détient peut-être même les véritables restes de l'Arche d'Alliance. Bref, le mythe est ainsi passé lui aussi de l'Asie à l'Afrique, et progressivement, puisqu'on s'interroge sur un potentiel prêtre Jean africain depuis déjà un siècle quand on le découvre finalement. Et de la même manière, pourquoi Cristoforo Colombo va à l'ouest ? Parce qu'il espère trouver une nouvelle voie maritime commerciale vers l'Asie, permettant de contourner le monopole ottoman. Donc là aussi, on va vers l'Occident pour retrouver l'Orient. Et si vous ne me croyez pas, j'en veux pour preuve que ce qui pousse Colomb à tenter ainsi le diable et qu'il évoque comme argument, pour être financé par la reine Isabelle la catholique et son mari Ferdinand d'Aragon, c'est la description que fait Marco Polo 2 siècles plus tôt de Chipangu, première description européenne connue du Japon, dont il disait que les toits des monastères y étaient couverts d'or. Et pour achever de convaincre les rois très catholiques, Colomb évoque qu'avec les richesses ainsi obtenues, on pourrait enfin monter une croisade et récupérer Jérusalem. C'est alors une immense préoccupation espagnole. Ah mais vous êtes encore là-dessus. Excusez-moi, mais je pensais que ça vous était sorti de la tête. Vous ne me croyez toujours pas. Alors dites-vous qu'une fois la conquête de l'Amérique lancée, au temps de Charles Quint, en 1538 puis en 1539 notamment, on organise, à l'occasion de la fête Dieu, la construction à Tlaxcala, non loin de Mexico, d'immenses scènes de spectacle, sur l'équivalent de 6 terrains de football. Pourquoi ? Pour montrer aux natifs, qu'on évangélise alors à grands coups de missionnaires, d'énormes spectacles à plusieurs centaines de figurants avec des décors complètement fous, des spectacles qui visent à les intégrer dans la communauté chrétienne. Mais pas que. En effet, le spectacle de 1538 porte sur la reprise de Rhodes, perdue en 1522 par les chevaliers hospitaliers face aux Ottomans, puis le spectacle de 1539 porte sur la conquête de Jérusalem en 1099. Mais pas par les croisés, par Charles Quint et ses généraux. Pourquoi ces événements historiques ? Et puis, pourquoi y mettre Charles Quint à la place des chefs croisés ? Et accessoirement d'ailleurs Cortés, qui joue un vil sultan musulman, puisqu'en fait à ce moment-là il est en bisbille avec l'empereur. Bref, pourquoi ? Eh bien pour sensibiliser les natifs à la lutte contre l'islam pour la récupération des lieux saints. Pour que les gars aient envie de monter à bord des navires espagnols, de traverser l'Atlantique et la Méditerranée, et de reprendre Jérusalem, grâce à leur grand nombre, sous les ordres de leur roi et empereur Charles Quint, et aux côtés des Espagnols. Et des projets fous comme ça, mais on en trouvera encore longtemps, puisqu'au XVIIe siècle, jusque sous Louis XIV, on envisagera différentes manières de mener une croisade. Et puis rappelez-vous, si vous ne me croyez toujours pas, que même aujourd'hui, dans un monde où l'Occident est au centre de tout, et où le Nord est la direction cardinale par excellence, au point qu'il est difficile de le perdre, eh bien quand on retrouve son chemin, quand on réussit enfin à se situer sur une carte ou par rapport à une boussole, eh bien on ne se ponente pas, on ne s'occidente pas non plus, on s'oriente, puisque même ça, c'est une vieille survivance de cette époque où l'axe des églises était traditionnellement tourné vers l'Orient. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un enfer à monter, parce que ça pouvait paraître une bonne idée d'avoir une vidéo plus facile à écrire, et du coup aussi plus facile à apprendre, puisque je l'avais déjà apprise pour la conférence.
Mais putain, à illustrer, que ce soit en termes de portraits et de cartographie, ça a été l'enfer. Pour revenir sur ce que je disais au début de la vidéo, vous savez, d'ordinaire, je prends un sujet et je l'étudie à fond et on compare les détails. Donc en gros, si je vais parler de Tancred, je vais avoir à parler d'une quinzaine de personnages autour de Tancred qui vont revenir régulièrement dans la vidéo. Donc les portraits, c'est facile. La cartographie, c'est facile. Il se téléporte pas, Tancred, il reste dans la même région. C'est pratique. Là, putain de sa mère, ça a été l'enfer. J'ai eu un nombre de portraits complètement incalculable qui ne sont utilisés qu'une fois dans la vidéo. Les cartes, c'est pareil. Bref, ça a été un enfer, mais j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas que ceci est une petite élucubration de ma part, et non pas évidemment donc une théorie d'historien. Je vous propose juste quelque chose qui à mon sens revient régulièrement dans la chaîne, et je ne dis pas ça non plus pour dédouaner ce que je dis, ce que j'ai fait, ce que j'affirme. Tout ce que je dis est sourcé évidemment, et je vous le proposerai donc en bibliographie. Pour autant voilà, il est évident qu'on ne peut pas expliquer le Moyen-Âge que par rapport à sa fascination à l'Orient, c'est complètement illusoire. On ne peut pas justifier l'émergence des temps modernes avec tout ce qui est découverte de l'Afrique et de l'Amérique juste par rapport à l'Orient, c'est évident. Donc ça n'est pas mon propos, je voulais juste encore une fois vous montrer une vidéo d'introduction à la chaîne qui montre bien ce qui m'y intéresse moi dans ce fameux Moyen-Âge et dans ce fameux monde européen qui a été à mon sens toujours tourné vers l'Orient, mine de rien. Voilà, c'est tout. Donc l'espace commentaire peut être un super espace de débat, mais ayez bien ça à l'esprit. Je ne suis pas là pour vous asséner une vérité universelle, je ne suis pas là pour vous véhiculer un mensonge, je vous parle ici de choses que j'ai lues, que j'ai pu penser, etc., mais qui ne sont en aucun cas une vérité universelle ou un mensonge, j'insiste. Débattez-en entre vous, je peux en débattre avec vous, on peut chercher dans les sources, on peut, etc., tout ça, aucun souci, mais voilà. Ceci était juste une petite vidéo introductive qui, j'espère, vous plaira. À côté de ça, comme d'habitude, évidemment, merci beaucoup aux tipeurs et aux utipeurs. Vous êtes merveilleux. Je ne sais pas comment vous remercier. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne et la qualité de celle-ci. Pour ce qui est de l'atelier, du machin, du truc, etc., j'ai dû finir cette vidéo plus vite parce que j'ai 2 déménagements à gérer, donc celui de l'atelier qui viendra après un premier que je dois gérer d'abord. A priori, je devrais déménager début novembre, donc la vidéo de novembre se tournera dans le nouveau décor, qui est un petit peu l'ancien décor, mais pas vraiment l'ancien, c'est un nouveau, c'est particulier. Bref, donc le mois de novembre va être très très chargé, puisque j'ai ça à gérer, tout ça. Et, sachant que je n'ai pas encore commencé à empaquer toutes les affaires, parce que j'avais plein de choses à gérer, notamment la vidéo, la conférence, le machin. La vidéo du mois de novembre n'est absolument pas prête, j'ai commencé à l'étudier bien sûr, vous l'avez partiellement compris, c'est un thème dont on a parlé aujourd'hui. Le souci c'est que il va falloir que je cartonne ma race pour la publier en novembre, mais ce sera largement faisable, promis, enfin j'espère, donc on va faire ça, plus une petite collaboration avec l'ami Ben qui va avoir lieu au courant du mois de novembre. Voilà, il y aura plein de choses à faire en novembre, ça va être un sacré enfer, mais ça va être très cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous enjoins à kiffer votre existence comme d'habitude le plus possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un peu plus originale que les autres et un peu plus large que les autres, sur une autre thématique, disons, sur un angle de vue beaucoup plus large, vous aura plu. Ça regroupe un peu tout ce qu'on a vu ici, donc ça j'espérais que ce serait un peu chouette. Que ce soit les pirates, Clovis pour ceux qui se souviennent, hein, j'avais fait une série sur Clovis au tout début, François Ier, les croisades évidemment, les voyages médiévaux vers l'Asie, enfin, tout ça se regroupait assez bien. Voilà, je me répète un peu, j'espère que ça vous a plu. Ciao camarades.